Voilà, Caroline, merci d'être avec nous. On va hop, voilà, valider qu'on vous entend bien et que vous nous entendez un peu mieux que tout à l'heure. Le son de mon côté n'est pas mauvais et du vôtre, comment ça se passe? C'est parfait. Ok, très bien. Donc, Euh, merci d'être avec nous à la fois en tant que vice-présidente de l'association Ville Internet et également vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, vous êtes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie étudiante et de la métropole numérique et innovante. et de l'innovation, ouais. Voilà, donc joli portefeuille. C'était important pour nous d'avoir le regard d'une grande métropole sur cette question de l'équilibre entre les aménités numériques et environnementales, et de faire peut-être aussi le point sur la charge énergétique des villes et les équilibres à construire avec les ruralités. Je rappelle que c'est une vacherie que je vous fais, mais 70% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par les métropoles qui représentent 7% des terres immergées. Donc, Ouais. voilà, alors je vais pas vous laisser vous débrouiller avec ça parce que c'est pas si simple, mais c'est vrai qu'on est dans cette question-là des relations mutuellement profitables entre les territoires ruraux et les métropoles dont on a besoin également. Donc, quel est votre regard là-dessus et puis sur ce numérique responsable, puisque c'est aussi notre sujet de la table ronde? Oui, merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet. J'ai beaucoup de choses dont il faut que je m'occupe dans cette métropole, vous l'avez rappelé. Mais je crois qu'en effet, le sujet du numérique, ça a été on va dire, le plus poignant pour moi, puisque on arrivait dans une période de confinement. Donc, c'était très particulier d'avoir cette visio, en fait, qui faisait irruption dans les collectivités. Et bon, visiblement, j'y suis encore attachée à la visio, hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. C'est un concours de circonstances. Donc, j'aurais aimé être avec vous au RIAC, mais voilà, je suis en visio. Merci de l'avoir organisé. Donc ça a été particulier. Et ce numérique, au début de mon premier mandat, c'était en 2020, et on ne parlait que de numérique sobre, on ne parlait pas en fait de numérique responsable, quasiment pas. C'est un numérique soutenable. Et si on est passé au numérique responsable, je crois que fondamentalement, ça a été parce qu'on a pris conscience qu'il y avait la question de la sobriété, et encore c'est l'hiver dernier, il en a été beaucoup question évidemment, mais il a été aussi question de partager la conception avec le plus grand nombre et d'avoir cette dimension d'inclusion numérique, solidarité numérique, on en parle beaucoup, et on parle d'ailleurs de plus en plus, quand on parle de smart cities, on parle aussi de villes intelligentes et inclusives. Voilà, donc c'est un terme qui revient et c'est important. Et puis de liberté numérique, puisque là encore, hein, le confinement a été l'objet de beaucoup de questions de nos usagers sur comment est-ce que le numérique est synonyme voilà, de maintien et de garde-fou pour les limites et assurer notre liberté. Voilà. Donc ça, c'était important de parler plus de numérique responsable finalement que de numérique sobre. Néanmoins, euh, en effet, vous l'avez rappelé, on a quand même des considérations importantes à prendre en compte, et notamment la trajectoire globale européenne qui s'impose à tous les secteurs. Et on est à une réduction d'énergie de carbone, enfin oui, une réduction d'émissions de carbone de 55% d'ici à 2030. Donc on a encore très peu de temps pour faire un effort absolument phénoménal. Et l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui est estimée, je dis estimée, hein, entre 2 et 4% de l'empreinte globale. Donc on voit que ça devient très important. Et j'ai choisi de parler finalement de ce qui peut être commun au métro, parce que j'ai pas beaucoup de temps, de commun aux collectivités, quelle que soit leur taille, pour essayer de tirer quelques enseignements, et notamment des enseignements que moi j'ai eu le plaisir de tirer de la Semaine européenne du numérique responsable, qu'on organise chaque année à Strasbourg, Ville Internet, mais d'autres y ont participé. Et puis, on a fait ce thème des énergies du numérique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'était, sans en discutant, hein, voilà, qu'on avait convenu de cette intervention, pour dire, je me fais un peu le porte-fort là de revenir de venir vers Ruralitique avec les enseignements qu'on a tirés de cette journée. Et la première des questions qu'on s'était posées, c'était quand même quel était le périmètre du numérique, puisque c'est une définition qui n'a pas changé depuis 2008, qui était donnée par l'OCDE, et à l'intérieur de laquelle, procède par exclusion, il n'y avait pas les cryptos, il n'y avait pas l'IoT, les objets connectés, en tout cas par secteur. Donc il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Donc déjà, quand on parle du périmètre, on n'est pas certain d'avoir les bons chiffres. Et puis aussi sur le calcul de l'empreinte, on a vu pendant cette semaine à quel point c'était compliqué de le faire. On avait Gauthier Roussy qui était là, qui est quand même un expert en la matière pour nous aider à avoir des éléments de calcul.
Et puis finalement, voilà, on a fini par se dire, par convenir avec d'autres intervenants et notamment l'association Génération Lumière de Lyon qui fait un travail formidable sur la question de l'extraction des métaux rares, de se dire que les chiffres qui nous sont donnés par l'ADEME, par l'ARCEP, et sur lesquels on est à peu près d'accord, c'est quand même que 80% de l'empreinte du numérique provient des terminaux électroniques, donc provient des téléphones, des tablettes, des écrans, dans nos collectivités, dans nos salles des conseils, ces écrans qui sont à peu près partout, et parfois même quand il ne le faut pas vraiment, mais enfin c'est plus joli, ça fait moderne. Donc il y a cet aspect-là de la réalité du matériel électronique, et il faut dire que pendant longtemps on a parlé du numérique comme de l'immatériel. Mmh. Et ça a induit une part d'erreur importante, je pense, chez nos concitoyens, à tel point qu'aujourd'hui, on parle davantage des usages. On a beaucoup parlé du streaming cet hiver, alors que bon, finalement, là encore, quand on prend un peu de recul, en France, on a une énergie qui est quand même très décarbonée, alors à cause ou grâce au nucléaire, mais en tout cas, c'est une réalité par rapport à des pays voisins. Donc, on se disait aussi que finalement, l'impact énergétique du numérique n'est pas le même si vous êtes en Allemagne ou en France, déjà. Euh, donc c'est important. Alors je dis pas qu'il faut pas vider sa boîte mail. Je dis pas. Et d'ailleurs en Alsace, on est très attaché à l'Osterputz, vous voyez, le ménage de printemps qu'on organise dans la Osterputz. collectivité. L'Osterputz, voilà. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas prétendre faire un effort pour son empreinte environnementale en vidant sa boîte mail à partir de son dernier smartphone. En fait. Voilà. Et là encore, il y a une dimension éducation populaire au numérique, j'ose ce terme, parce que il est important d'expliquer aussi que lorsque vous utilisez, lorsque vous faites un usage du numérique, vous ne pouvez pas le faire avec la même empreinte si vous passez par la fibre optique que si vous passez par les data mobiles. Voilà. Et ça, les gens ne le savent pas, en fait. Donc, enfin, trop peu de gens le savent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce point de vue-là quand on est une collectivité? La mise en place de filières de massification de la collecte des déchets électroniques. L'Eurométropole de Strasbourg a mis en place un service d'intérêt économique général pour la valorisation et le tri et la remise en fait en circuit du matériel électronique. La fresque du numérique, c'est un outil simple, agile, qui peut s'inviter dans les collectivités de quelque taille qu'elles soient pour faire monter en compétence les agents. À la Et métropole, puis, vous il y a... l'avez, pardon, à la Ouais, métropole, vous l'avez mise en œuvre, la fresque du numérique? Vous avez commencé à oui. la faire dans certaines directions? Oui, 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 on l'a mis en œuvre à partir, enfin, le mois de juin dernier avec des sessions qui étaient spécialement dédiées aux agentes, aux agents, et puis d'autres sessions qui étaient dédiées à la population dans un lieu d'éducation au numérique qui s'appelle le Shadop, D'accord. donc un lieu qui a été reconverti à un tiers-lieu. Donc oui, ça on le fait, ça marche très bien. Et puis aussi auprès des jeunes, du jeune public, parce que c'est quand même sur ces jeunes qu'il faut compter hein, pour améliorer la situation. Alors, je sais qu'il y a aussi des considérations pour les collectivités qui sont, je vais en terminer par là, hein, qui sont très différentes de celles du grand public. Et par exemple, comment est-ce qu'on peut concilier l'accueil d'entreprises comme des data centers sur le territoire, sachant que c'est parfois synonyme d'artificialisation des sols. Donc, une réflexion qu'on doit avoir, c'est d'intégrer la question des data centers dans les plans locaux d'urbanisme et puis dans les plans climat, que ce soit par l'intermédiaire des Comcom ou des SCOT. Mais il faut qu'on ait cette réflexion-là. En Irlande, la consommation des data centers représente 14% de la consommation d'énergie globale. 14%. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux, évidemment, mais que de plus en plus, les data centers vont aller vers des territoires ruraux qui doivent avoir en réalité la question de la résilience aussi en tête. Et même si on le sait, hein, France Data Center fait d'énormes efforts et communique beaucoup sur la sobriété et le fait bien, mais il faut qu'on ait aussi, nous, dans nos outils des collectivités, des réflexions à avoir là-dessus. Et puis, alors, je vais terminer par la question au grand public, parce que dans les collectivités, finalement, on a quand même la question du bon sens. Et puis, on a eu beaucoup d'offres smart ces dernières années. Je crois qu'il faut se dire aussi que si la ville est pour que la ville soit intelligente, il faut que
les gens profitent de solutions collectives, qu'elles soient numériques ou non, en réalité. Le numérique va aider à cette transition pour aller vers de la sobriété, pour aller vers de l'intelligence, mais si on n'embarque pas les gens et qu'on leur impose des solutions, les agents deviennent après, ça devient très violent pour eux, parce qu'ils deviennent l'interface entre des solutions que les gens n'arrivent pas à appréhender et un numérique. Donc, ce sont les agentes et les agents qui doivent être aussi formés, accompagnés, parce que sinon c'est très très violent pour eux. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi la question du bon sens, et puis la question des réseaux. Et donc merci à Ruralytique pour toutes ces présentations, et merci aux associations dans lesquelles les élus, d'où qu'ils viennent, travaillent beaucoup tout au long de l'année. Voilà. Merci beaucoup Caroline Zorn pour cette vision à 360 et qui s'applique plutôt pas mal à nos territoires ruraux où on rencontre effectivement ces enjeux d'éducation populaire au numérique, parce que qui dit bonne pratique dit à un moment donné acquisition de ces bonnes pratiques, et ça va pas forcément de soi. Merci beaucoup, vous pouvez rester avec nous et écouter les Avec plaisir. intervenants suivants si la qualité de son vous le permet. Anne-Sophie Delagorce, votre réaction par rapport à ce qu'a présenté Caroline, et puis votre vision, donc côté Caisse des dépôts, sur justement cette double question de la sobriété énergétique du numérique et de l'impact environnemental de ces outils-là. Alors en réaction, il y a beaucoup de choses en fait dans l'intervention, et beaucoup de réflexions qui amènent, je trouve, des nouvelles idées sur ces sujets. Je note en particulier cette idée au niveau de la collectivité de créer en fait une filière, hein, de reconditionnement, de recyclage, de collecte, donc des terminaux. Nous, vous savez, à la Banque des Territoires, on aime bien être sur la structuration aussi de marchés émergents, de nouvelles filières, etc. Donc, ce type d'initiative, on souhaite les soutenir, on souhaite être aux côtés des collectivités qui initient ce type de réflexion. Je sais donc à Strasbourg, cette réflexion a été lancée. Je sais aussi au niveau de Nantes Métropole, il y a eu aussi cette réflexion-là. Donc voilà, donc ça pour nous c'est un sujet de travail, j'ai envie de dire. Et de manière générale, hein, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique a vraiment inclus les collectivités dans la mise en œuvre, hein, des objectifs, en incitant en fait les collectivités de plus de 50 000 habitants à construire une stratégie numérique responsable. Voilà, donc ça aussi, nous, on peut être là pour accompagner la mise en place de ce type de stratégie. Une autre réflexion, alors on va probablement beaucoup parler de l'étude ADEME-ARCEP, hein, qui en effet indique que le numérique représente 2,5% des gaz et émissions de serre en France. Alors 2,5%, ça veut dire quoi? Peut-être que ça veut, je ne sais pas si ça évoque grand-chose. Moi, ça m'évoque beaucoup plus quand on me dit que si Internet était un pays, il serait derrière la Chine et les États-Unis en termes de consommation énergétique. Enfin, pour moi, c'est une image plus parlante. Donc, il y a énormément d'efforts à faire. On l'a dit, les équipements représentent 80% de l'empreinte carbone. Donc, il faut évidemment prioriser les efforts là-dessus. Ça a déjà été dit. Le sujet, les réseaux, donc fixes et mobiles, c'est 5%, les data centers, c'est 16%. Et pour revenir sur le sujet des data centers, alors côté Banque des Territoires, on investit dans des data centers territoriaux, souverains, qui permettent en fait aux collectivités d'héberger leurs serveurs dans des espaces, dans des mètres carrés. Donc en fait, pour les collectivités, elles peuvent s'appuyer sur ces data centers pour héberger leurs serveurs. Je voudrais rappeler aussi que, en fait, il y a encore beaucoup de salles blanches, de salles informatiques au sein des universités, au sein des collectivités, avec parfois des technologies de refroidissement, des mesures de sécurité qui ne sont pas forcément toujours bien mises en place. Et donc, pour vous donner un exemple, avec l'Université numérique Île-de-France, avec la région Île-de-France, on a financé un petit outil d'aide à la décision qui permettait de comparer pour les universités ce qu'est aujourd'hui le coût en termes d'impact carbone, leurs serveurs dans les universités et le coût financier que ça représente, versus ce que serait ce même impact carbone dans un data center, sans chercher d'ailleurs à ce que ce soit le data center le plus performant.
et quel serait le coût financier. Et on voit qu'il y avait 5 universités qui étaient pilotes sur ces sujets, parce que le gros travail pour mettre en place cet outil d'aide à la décision, ça a été de collecter les données, pas évident du tout au sein des universités. Et on voit en fait, en conclusion, c'est que l'impact carbone pouvait être diminué de 55 à 75% suivant les cas, en migrant les serveurs des salles blanches dans des data centers. Donc le data center, certes, il faut qu'il soit performant énergétiquement, etc. Et nous, on investit évidemment dans des objets qui se veulent très innovants, très performants pour les territoires. Mais voilà, il faut aussi bien penser que aujourd'hui, l'impact de la consommation énergétique des données, il est aussi dans nos serveurs cachés dans les caves. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc cette notion de numérique responsable, Caroline Zorn effectivement le soulignait, est relativement récente, mais elle a déjà son institut, l'Institut du numérique responsable. Adélaïde Albouekissi, vous êtes membre du conseil d'administration et présidente du conseil scientifique de cet institut. Est-ce que vous pouvez, en 7 minutes, comme nos petits camarades, nous en dire plus sur l'INR et la manière dont les territoires peuvent le mobiliser, l'utiliser? Bonjour à tous. Donc l'INR a été construit en fait en fin 2018 et est sur 3 pays, la France, la Belgique et la Suisse. Donc j'ai fait quelques petits slides qui vont arriver. Donc on va déjà passer cette slide-là parce qu'on a pas mal parlé de l'empreinte. Donc on regroupe en fait des entreprises, des grands groupes, des collectivités, des universités, des universitaires comme moi, je suis universitaire, et on travaille sur la question du numérique responsable. Donc pour positionner les choses, le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? C'est la convergence entre le numérique et le développement durable, et ça s'inscrit sur 2 axes forts. Le Green IT, donc comment on crée des ressources numériques qui soient les plus sobres possibles, et l'IT for Green, comment on mobilise le numérique pour faire notamment des économies d'énergie, des économies d'eau, etc. etc. Slide suivante. Donc, en fait, au niveau de l'Institut du numérique responsable, notre approche du numérique responsable, elle est holistique. Elle est holistique puisque nous partons du principe que le numérique responsable, en fait, il infuse en fait différents domaines. Donc, il y a l'éducation. Donc, par exemple, on propose au travers du groupe de travail éducation un accompagnement aux universités, mais aussi aux établissements, pour une raison simple, c'est que nos enfants ont un téléphone portable de plus en plus tôt. Donc, s'ils peuvent apprendre des éco-gestes, c'est bon pour les parents parce que ça allonge la durée de vie du portable, et c'est bon aussi pour eux. On accompagne des collectivités. On travaille sur la question du reconditionné, mais j'y viendrai tout à l'heure. On travaille évidemment avec les acteurs qui produisent des ressources numériques pour mettre en place des éléments de mesure. De la même façon qu'en supermarché, vous avez une lettre qui donne un score. Et ben en fait, on score les ressources numériques. Donc les sites web et puis bientôt d'autres ressources numériques. Slide suivante. Mais le numérique responsable, la difficulté en fait à laquelle tout le monde est confronté, c'est que c'est plein de choses en fait. C'est à la fois un changement de posture, nous engager à une démarche de sobriété, voilà, mais qui doit s'incarner dans nos équipements, qui doivent avoir une durée de vie la plus longue possible, dans nos ressources, qui doivent être les moins énergivores, voilà. Et donc, pour ça, faut de la ressource. Et donc, nous construisons et nous mettons à disposition aux collectivités des ressources qui sont libres et gratuites. Donc là, sur ce slide, je vous ai présenté 4 types de ressources possibles. Donc la question des labels, des chartes et des certifications. Alors, notre sujet du moment, c'est la question du reconditionné. Donc la DGE et le ministère de la Transition écologique nous ont demandé de travailler à un label, en fait, pour le reconditionner. En gros, de la même façon que vous avez un label AB pour les produits de consommation courante, en fait, on est en train d'imaginer la même chose, mais pour les périphériques, ordinateurs, téléphone portable et ordinateur, voilà. Des outils de mesure,
des mesures pour l'organisation, donc avec le winner, ou des outils de mesure pour le citoyen qu'on a développé avec Decathlon. Donc vous remplissez en fait sur notre site web un formulaire et vous avez des informations sur votre impact, des éléments en fait qui permettent d'améliorer les connaissances sur le numérique responsable. Alors à destination de tous. En ce moment, on travaille sur la question des conseillers numériques qui, dans nos territoires ruraux, sont des acteurs de proximité. Et donc, on a fait une première expérimentation avec la ville de Rennes sur quelles ressources on pourrait mettre à disposition aux conseillers numériques pour qu'ils puissent faire cette médiation numérique responsable auprès des citoyens, auprès des entreprises et dans leur organisation elle-même. Et enfin, on a mis en place un guide qui permet aux collectivités qui sont ciblées par l'article 3 de la loi Rennes de mettre en place leur stratégie numérique responsable. Voilà, on a fait ça avec la Banque des Territoires et le réseau des interconnectés. Merci beaucoup C'est vrai. Adélaïde, c'est extrêmement synthétique. Ces ressources donc sont accessibles sur le site de l'INR. Tout à fait. Est-ce qu'il y a dans les tuyaux l'idée d'avoir un peu des ambassadeurs de l'INR sur les différents territoires? Alors, on a des conseils, enfin des régions qui sont labellisées et on expérimente aujourd'hui, notamment sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, le programme ambassadeur numérique responsable. Alors, l'ambassadeur numérique responsable, il se décline en fait à 3 niveaux. Il y a un programme pour les ambassadeurs numériques responsables au sein des entreprises, les ambassadeurs numériques responsables au sein de la collectivité, qui vont au travers d'espaces, par exemple les tiers-lieux, et notamment en fait en Nouvelle-Aquitaine, il y a le réseau des tiers-lieux TELA, vont aller, faire de la médiation numérique responsable auprès du citoyen. Et le dernier axe en fait de l'expérimentation en cours en Nouvelle-Aquitaine, c'est la question de la mesure qui est expérimentée dans le programme ambassadeur. Après, la Nouvelle-Aquitaine, on expérimente ça, et puis aussi la question des pôles de compétitivité numérique responsable. Et ces expérimentations-là, on souhaite les déployer sur tous les autres territoires. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup Adélaïde. Et puis vous pourriez avoir des ambassadeurs parmi les OPSN, les opérateurs publics de services numériques. Emmanuel Fiffé, vous êtes le président de Déclic qui fédère donc une soixantaine, je crois, de 66 à ce jour. Voilà, 66 structures de mutualisation et d'accompagnement des collectivités sur les sujets numériques. Et vous avez donc récemment créé un concept qu'on a bien aimé, sur lequel on a communiqué sur Ruralitique, qui s'appelle l'éco-clic. Alors, je vous laisse en 7 minutes dérouler votre présentation et nous en dire un peu plus. Oui, alors merci beaucoup. Quelques explications en amont. Bon, Déclic, effectivement, regroupe ce qu'on appelle, nous, les opérateurs publics de services numériques. Ce sont des DSI mutualisés sur les territoires à destination des collectivités petites et moyennes. Dans le Cantal, l'ATD est adhérente, le SMICA est adhérent pour l'Aveyron. Bon, voilà. Et 66 structures départementales ou régionales. Ça peut être des régions complètes comme Ressia, comme Mégalis Bretagne, etc. En fait, on a toujours la même approche. L'approche, c'est l'approche de l'accompagnement par la mutualisation. Et on a traité un peu comme ça tous les sujets depuis longtemps. On a des structures qui datent depuis 50 ans, 30 ans, qui sont des syndicats mixtes, des groupements d'intérêt public, des associations d'élus. Et quand la problématique de la sobriété numérique est arrivée, très rapidement, on s'est posé la question de l'accompagnement des collectivités petites et moyennes à partir du moment où on est déjà sur les territoires à accompagner les collectivités sur l'accessibilité numérique, sur le RGPD, sur de la compta, de la paye des élections, enfin, tous ces métiers et toute cette démat que l'on a vu arriver depuis des années. Donc, dans le cadre de France Relance, on a déposé un dossier pour développer une solution qui effectivement s'appelle l'éco-clic. Et on est, ça y est, sur la phase finale, puisque on a encore une réunion en début de semaine, et le 27 septembre précisément, l'outil sera déposé sur une forge de la NCT, documenté,
On vient de sortir là d'un audit du code en matière d'éco-conception. Tant qu'à sortir quelque chose qui s'appelle EcoClick, autant avoir développé quelque chose correctement. Donc ça, c'est l'ANCT qui nous accompagne sur tous ces programmes. L'objectif, il y a la solution, mais en amont, et puis je vais faire le lien avec l'INR. L'année dernière, c'était en 2023, nous avons sollicité l'INR pour former un représentant par structure sur l'approche du numérique responsable. Alors, non, c'était 15 structures ont levé la main. Sur les 66, tout le monde n'est pas encore engagé dans cette démarche. Et donc, l'INR, sur 3 jours, à distance, nous a formé 15 représentants. Et nous avons une nouvelle session à venir d'ici la fin de l'année avec 12 représentants, bon, sachant que ça commence à taper un peu plus à la porte, puisque je pense que 12, ça ne suffira pas. L'objectif est d'abord d'expliquer à nos adhérents qu'il faut y aller. Je vais simplement faire un parallèle. Quand on a décidé d'y aller sur le RGPD avec la CNIL, simplement très court, 56% des collectivités sur le territoire ont nommé un DPO. Parce que 70% sont mutualisés par nos structures. Si Déclic et ses membres n'étaient pas allés sur le RGPD, il n'y aurait pas de DPO dans les collectivités locales aujourd'hui. Ça, c'est le vrai chiffre. Et on veut faire la même chose sur l'accessibilité et on veut faire la même chose sur la partie sobriété. Alors, l'éco-click, c'est quoi? Donc, ça va permettre d'outiller, parce que sans l'accompagnement, il n'y a rien. L'outil sans accompagnement, on n'ira pas loin. Donc, en fait, le délégué sur le territoire, enfin, la personne en charge qui aura été formée, en fait, via un positionnement auprès des adhérents des différentes collectivités, en fait, ira accompagner la collectivité et utilisera pour ça un outil qui va permettre d'aller mesurer un indice de maturité, et à partir de l'indice de maturité, d'aller proposer un plan d'action. Et on le verra sur quelques écrans. Je propose peut-être que l'on avance. Alors ça, c'est très technique, on va passer. Voilà, le planning, je vais vous le rappeler juste à la fin. Et puis, voilà, lors de la démo, alors ça va être, je vous rassure, simplement une authentification. Et ensuite, derrière, c'est peut-être l'écran, les deux écrans qui vont suivre qui sont intéressants. Merci beaucoup. Où effectivement, on va avoir la possibilité là de permettre aux collectivités déjà de se comparer entre elles, de se comparer à la fois par territoire ou par taille de collectivité, puisqu'on n'a qu'une seule instance que nous hébergeons. Alors, même si derrière la solution sera libre, mais l'objectif est quand même d'essayer de comparer les collectivités entre elles, pas se comparer en disant je suis bon ou je suis pas bon, mais c'est un peu de se challenger à la fois les élus et les agents de la collectivité. Donc, l'outil va permettre, à partir d'un questionnaire sur lequel on avait échangé avec l'INR, puisque vous nous aviez mis à disposition dès 2022 tous vos référentiels. Tout à fait. Qui nous avaient permis effectivement de travailler. L'ANCT est partenaire de l'opération, puisque l'ANCT a intégré la solution dans les solutions à disposition des collectivités. Et on est en train de travailler là avec l'ANCT pour maintenant le passage à l'échelle. Alors peut-être la slide juste après. Merci. Voilà, ça va permettre simplement de donner un score à la collectivité. Et vous aviez tout à l'heure parlé, ou je crois que c'est toi Sébastien, un peu comme sur les frigos, bah là on a une ville dans le 33 qui a une note B sur un certain nombre. Voilà, on est vraiment sur cette notion-là de score. Qui ensuite va permettre, en fait, et c'est là où on a besoin de cet accompagnement, parce que ça, la collectivité, elle se retrouve avec ça, bon, elle est autonome sur cette partie-là, sauf que derrière, il y a l'accompagnement. C'est comment je fais pour, à la fois sur le matériel, sur mes ma façon dont j'utilise le numérique, comment je peux améliorer mes usages pour améliorer mon score. Et c'est là où on a besoin de cet accompagnement, et c'est là où on s'est fait accompagner, enfin formé par l'INR pour avoir des compétences sur les différents territoires. Alors, on présentera officiellement la solution lors de nos rencontres nationales en Vendée début octobre. Donc, on va essayer de faire un peu une publicité. La NCT nous a mis une agence de communication, donc on verra passer les clips, les trucs et tout ce qui va avec. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur une phase de test avec une 50aine de collectivités de toute taille. La NCT normalement doit aussi intégrer un certain nombre de collectivités, et là c'est l'ANCT qui sera la personne pour accompagner les collectivités, comme nous on peut le faire sur les territoires,
Pourquoi? Tout simplement parce que, il y a pas des adhérents Déclic partout, à mon grand regret, même si on est à 66 départements, régions, et pas 66 régions, mais 66 structures minimum départementales. Et aussi, surtout, parce qu'on pense que tous les OPSN ne vont pas y aller, parce qu'ils sont débordés, parce qu'il y a de la cyber, parce qu'il y a d'autres sujets qui font qu'aujourd'hui, on est débordé par pas mal de sujets. Donc ça, c'est notre boulot d'aller convaincre nos collègues pour mettre en place pour mettre en place cette solution et cet accompagnement sur le territoire. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. Là, on est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cette mobilisation. Oui, il y a quand même de plus en plus de PSN qui sont membres de Déclic. Il y a 2 ans, vous étiez une cinquantaine, donc ça, voilà, c'est quelque chose qui avance bien et je crois que c'est un outil extrêmement vertueux que tu nous as présenté là. Merci, merci encore pour ce travail-là. Et c'est quand la date de l'assemblée de Déclic? 4, 5, 6 octobre. Et ça se passe où? Chez e-collectivité en Vendée, à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, 4, 5, 6 octobre. Merci, merci beaucoup. Mylène Franceschi, déléguée régionale du groupe La Poste. Alors La Poste, c'est une entreprise à mission, alors qui est depuis d'ailleurs l'apparition du numérique se situe d'office à la croisée de ces deux transitions écologiques et numériques. La dématérialisation, vous savez faire, vous continuez. Vous êtes éminemment numérisé. Bon, derrière, il y a aussi tout ce qui relève du transport et de la logistique, parce que merci Amazon, mais il y a quand même pas mal de colis qui passent. Donc voilà, comment vous vous organisez, comment vous vous articulez au fil de ces révolutions permanentes, cette transition numérique avec l'écologique? Alors, d'abord, je vais repartir du sujet que vous avez abordé, c'est celui des terminaux. Parce que effectivement, on utilise des ordinateurs, on utilise des smartphones, beaucoup, puisque dans tous les bureaux de poste et tous nos facteurs sont équipés de terminaux sur lesquels ils font des opérations. Donc même à domicile, on peut faire des opérations grâce aux facteurs. Et effectivement, les terminaux, c'est 80% de l'empreinte et c'est aussi un problème de ressources. On en a peu parlé, mais derrière, il y a le sujet de l'épuisement des ressources. Donc, chaque fois qu'on recycle des ordinateurs et des terminaux, on agit sur le fait de favoriser le maintien de ces ressources. Donc nous, on a mis en place avec des partenaires, comme par exemple Codeo, qui est une entreprise de reconditionnement. Donc on a des partenaires comme ça qui nous permettent de recycler nos matériels. Et aujourd'hui, on a un objectif de recyclage de 100%. Alors, on n'y est pas complètement, on est à 94%, mais enfin, c'est déjà quand même pas mal. Et donc, ça nous a permis d'économiser plus de 10 000 tonnes de matières premières, rien qu'en recyclant nos matériels. Et en plus, j'ai envie d'en parler parce que ça nous permet aussi de faire des choses que je trouve super. Par exemple, on a recyclé nos smartphones, on a contractualisé avec une association qui s'appelle Habitat et Humanisme, mais avec d'autres aussi sur le territoire. Par exemple, Habitat et Humanisme héberge des sans-abri. Eh bien, on leur a donné ces terminaux. Et grâce à ces terminaux, lorsque les sans-abri reçoivent du courrier, ils peuvent accéder à Digipost, qui est notre coffre-fort digital. Et comme ça, ils peuvent archiver leur papier d'identité pour après pouvoir faire des démarches. Et ça, je trouve que c'est hyper vertueux parce qu'on voit l'intérêt direct de la réutilisation et aussi avec cette vocation sociale et sociétale. Donc ça, c'est le premier point, effectivement, c'est nos outils. Le deuxième point, c'est nos process. Effectivement, comment l'intelligence artificielle, notamment, intervient dans nos process. Alors déjà, vous l'avez dit, on est une entreprise, une grande entreprise, on a fait ce virage du numérique et on a par exemple au sein du groupe des entreprises comme Probayes, qui est une entreprise, un fleuron en matière d'intelligence artificielle qui est située à Lyon et qui travaille pour nous aider à travailler sur nos propres process comme sur ceux de nos clients. Donc on vend des solutions à des clients. Par exemple, on équipe des clients de capteurs sur des bennes à ordures pour optimiser le recollement des déchets. Donc voilà, on a plein de solutions qu'on peut offrir. Et effectivement, on utilise aussi pour la gestion de nos propres flux, de nos colis, etc., l'intelligence artificielle.
Donc ça vous a pas échappé. Nous avons revu complètement notre gamme courrier au 1er janvier. La base maintenant, c'est le timbre vert, donc qui met à peu près 2 à 3 jours pour arriver. Et on a numérisé l'urgent, c'est-à-dire le timbre rouge, pour pouvoir éviter des transports quotidiens qui se faisaient quasiment à vide, parce que ce qui était utilisé majoritairement, c'était le timbre vert à J+2, J+3. Et le fait de numériser le timbre rouge, ça nous a permis, ou ça va nous permettre en tout cas sur 3 ans, d'économiser plus de 60 000 tonnes de carbone. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'application concrète du fait de passer par informatique, donc d'imprimer au plus près finalement du client le courrier plutôt que de mettre des avions. On supprime les transports aériens de courrier. Oui, tout à fait. Notamment le transport qui arrivait à Saint-Exupéry est supprimé. Donc on supprime grâce à l'utilisation du numérique pour aller plus vite là où on doit aller plus vite, parce qu'effectivement on part du principe que certains courriers doivent effectivement arriver à J+1, même si c'est plus l'attente générale, mais il y a encore cette attente. Donc ça, on le fait grâce au numérique. On supprime le transport aérien, on supprime une multitude de camionnettes qui étaient quasiment à vide sur les routes, et on massifie les flux en passant par la lettre verte à J+2, J+3. Donc, vous voyez, ça, c'est un impact, 60 000 tonnes, c'est énorme. Ensuite, je vous ai dit qu'on était un fleuron du numérique. On a une entreprise au sein du groupe qui s'appelle DocaPost, que certains connaissent, et c'est un vrai fleuron du numérique national, et donc qui travaille sur ces sujets. Et notamment sur les sujets de cloud et de recyclage de données. Donc, par exemple, on y travaille avec l'INRIA. On est associé à un projet qui s'appelle Power Apps. Et donc, l'objectif, c'est de permettre de suivre la consommation des logiciels dans les infrastructures cloud. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des sujets d'avenir. De la même façon qu'en partenariat, ou plutôt même sous l'égide de la Caisse des dépôts, on est partenaire d'un programme qui s'appelle Synapse et qui a vocation à travailler sur le recyclage de données dans le cadre d'une solution souveraine, donc d'une plateforme souveraine, parce que ça, effectivement, c'est très important pour nous. On pense que l'économie de données doit être native à tous les algorithmes. On peut avoir dans les propositions que bâtit DocaPost des algorithmes qui, si on n'y est pas attentif, ne prennent pas en compte l'importance de la quantité des données utilisées. C'est-à-dire, pour répondre à une problématique, on va prendre énormément de données. Et on peut, à l'inverse, se dire, chaque fois qu'on construit des solutions, on met dans nos algorithmes le fait qu'elles doivent utiliser des données recyclées, ou en tout cas qu'elles doivent être aussi performantes que les autres solutions, mais en mesurant et en utilisant le moins de données possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pour vocation à faire, c'est justement de mettre en place ce système automatiquement dans nos algorithmes de contrôle et de maîtrise de la donnée. Alors ça, c'est peu connu, mais en tout cas, bon, on l'a dit, on est une entreprise nationale. Dans notre statut d'entreprise à mission, on a dit un numérique frugal. Et souvent, on me dit, mais c'est quoi frugal? Eh bien, vous voyez, par exemple, frugal, c'est ça. C'est on va utiliser le moins de données possible pour faire la même chose que notre algorithme. Donc, frugal et puis accessible à tous aussi. Donc, mais ça, c'est encore un autre volet. On incube aussi des startups dans le cadre d'un programme French IoT. Et là aussi, dans les startups qu'on incube, on est très attentif à ce que ce soit des startups qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, on a incubé, par exemple, la startup Fruger qui travaille sur ces sujets d'économie de données. Et enfin, effectivement, il y a les certifications. Donc, on est signataire, madame, de votre charte du numérique responsable, et on a aussi notre trajectoire qui est conforme aux accords de Paris, qui est validée par le SBTi, ce qui est très rare en tant qu'entreprise française. Et donc, on est aussi dans le cadre d'un programme qui s'appelle Green Argile, et donc c'est une spécificité de certification sur notre parc numérique.
Donc, vous voyez, voilà, entreprise à mission, engagée pour un numérique frugal, eh bien, derrière, il y a plein d'actions concrètes et sur lesquelles on ne nous attend pas forcément. Pas forcément, mais c'est souvent le cas, Mylène. On trouve la Poste là où on l'attendait pas forcément. On se souvient des facteurs qui allaient veiller sur nos parents, etc. Donc, merci beaucoup pour le détail de cet exposé, cette action effectivement qui croise nos deux transitions. Transition, on en a parlé, écologie, jeune génération, grosse sensibilité de leur part. Et on reparlera d'éducation populaire au numérique, je pense, l'an prochain, parce qu'il y a quelque chose qui se joue évidemment à cet endroit-là. J'espère que Caroline Zorn pourra être avec nous. Côté réseau Canopé, qui est le réseau de formation des enseignants, entre autres, qui est aussi un important créateur de ressources pédagogiques. Aujourd'hui, comment vous avancez sur ce sujet de l'articulation numérique et écologie, notamment dans les relations avec les plus jeunes? Alors, Réseau Canopé, pour ceux qui ne connaissent pas notre réseau historique, hein, qui existe depuis très longtemps, qui a eu d'autres noms à une époque, comporte 1400 agents. Hein, donc, on est un établissement public, un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Et on a pour mission principale de former les enseignants tout au long de la vie, mais une mission aussi élargie auprès de la communauté éducative. On est présent dans chacun des départements. Donc c'est dans le travers Cantal, des, voilà, des ateliers donc Canopé. à travers ce qu'on appelle les ateliers Canopé, qui sont des tiers-lieux pédagogiques où on peut aussi expérimenter avec les enseignants, mais pas uniquement, expérimenter aussi avec les animateurs du périscolaire, les centres sociaux, l'ensemble des agents aussi des collectivités qui souhaiteraient travailler des projets pédagogiques avec nous. Donc on est, voilà, on a en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est présent dans chacun des départements et on a en fait une centaine d'agents aussi qui sont là pour travailler avec les collectivités et les établissements scolaires. Donc on a une mission principale de formation tout au long de la vie des enseignants. Et quand on parle d'éducation à la transition écologique et sociale, le numérique responsable, la sobriété numérique, tout ce qui va toucher à la protection de l'environnement, ce qu'à une époque on appelait le développement durable, ça en fait partie et on a plusieurs dispositifs d'accompagnement, à la fois des dispositifs qui sont accessibles à tout public sur notre plateforme qui s'appelle Canotech, qui est une plateforme de formation en ligne avec à la fois des ressources pédagogiques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais également des webinaires, et vous avez une série de webinaires sur la sobriété numérique qui sont avec un programme très étoffé d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre au moins qui vous est accessible. Et on va jusque finalement la déclinaison de ces formations au sein des établissements. On a conventionné avec les 3 écoles académiques de la formation continue au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on est présent aussi au sein des programmes de formation des enseignants, la formation obligatoire ou la formation très fortement recommandée. Quand on parle de ces programmes d'éducation, en fait, on parle aussi d'apprendre par l'intermédiaire des enseignants, par l'intermédiaire des adultes accompagnant les différents temps de l'enfant. On parle aussi finalement d'apprentissage de ce qu'est la littératie du numérique, c'est-à-dire l'aptitude à comprendre, à lire le monde dans lequel on vit par l'intermédiaire du numérique, donc par la connaissance de ce qu'est l'économie du numérique. Et par là, c'est ce qui a été évoqué fortement depuis hier, c'est comprendre que l'impact le plus important, c'est le renouvellement des terminaux. Et donc, on se positionne non pas en tant qu'acteur, défendant une vision hein, de l'économie du numérique, mais plutôt neutre, mais en donnant les éléments factuels de ce que les jeunes, qui seront les futurs citoyens engagés de demain, doivent connaître de ce qui se passe pour développer leur esprit critique. C'est vraiment ça, en fait, notre vocation, c'est par l'intermédiaire des adultes, développer l'esprit critique des plus jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent à la fois apprendre à utiliser le numérique de manière utile, de manière responsable, mais aussi développer, commencer à imaginer des solutions futures, puisqu'on va former là dans nos écoles les futurs programmeurs de demain, les futurs ingénieurs de demain, les futurs protecteurs des données personnelles de demain. Et donc, on a aussi une responsabilité dans la capacité à développer aussi des vocations et à donner dès le plus jeune âge, dès la maternelle, une envie finalement de s'intéresser à comment fonctionne
le numérique, comment fonctionne aussi l'économie des données, où va en fait où on va stocker une donnée personnelle sur un cloud, sur un réseau social, et comment en fait on fait pour à la fois se protéger, limiter l'impact environnemental de tout ce qu'on vient stocker, et faire en sorte aussi d'inventer peut-être d'autres façons de faire qui n'utilisent pas le numérique. Le numérique, c'est pas une fin en soi, on l'utilise souvent comme un prétexte de modernité, mais on peut faire aussi beaucoup d'apprentissage au numérique, mais sans matériel, hein, sans terminaux. La programmation, par exemple, on peut commencer à apprendre la programmation à l'école maternelle simplement en développant la logique algorithmique, et ça, en fait, on n'a pas besoin de terminaux. Donc c'est aussi tous ces programmes d'éducation, on va dire les plus transversaux possibles, que nous amenons au sein de nos programmes de formation des enseignants, et je le répète aussi des adultes. Et donc on a un rôle d'accompagnement des collectivités, les collectivités qui dotent les établissements de terminaux divers et variés depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on se retrouve quand même avec beaucoup de ces terminaux dans les placards qui ne sont pas utilisés, qui finalement sont oubliés parfois, alors qu'ils pourraient très bien réutiliser à d'autres fins, avec peut-être d'autres manières d'autres systèmes d'exploitation pour être peut-être un peu plus léger et reconvertir des terminaux assez anciens. Mais ça nous permet aussi, dans le cadre d'accompagnement à l'assistance à maîtrise d'usage, de déterminer avec des communautés éducatives, enseignants, ATSEM, animateurs, d'autres façons de travailler avec ces terminaux. Pour ne pas être trop long, je voulais aussi évoquer aujourd'hui la question de ce qui peut accompagner les apprentissages du numérique, et notamment la question des espaces, des espaces scolaires, donc des espaces d'apprentissage, pendant le temps scolaire, mais aussi hors du temps scolaire, puisque on sait aussi que le travail de euh, d'apprentissage de ce qu'est le numérique passe aussi par le rapport de l'être humain au vivant. Donc on a dans ce cadre-là développé de nombreux projets d'accompagnement à la classe dehors, au développement de la classe dehors, à l'utilisation d'autres espaces d'apprentissage que la salle de classe, ou alors une autre façon d'aménager sa salle de classe pour faire en sorte que le numérique ne soit pas, on n'ait pas besoin de créer des salles informatiques, mais que le numérique soit utilisé à quelques doses, dans des doses pratiquement homéopathiques, et donc éviter de doter les enseignants de trop de terminaux, encore une fois, pour limiter aussi l'impact environnemental. Donc pour terminer, Réseau Canopé a en fait de nombreux autres projets pédagogiques, hein. On travaille aussi en accompagnement des plans éducatifs de territoire, des collectivités, aussi pour qu'on puisse, avec les jeunes, et pas uniquement avec une vision d'adulte, mais avec les jeunes, travailler à aussi la définition de ce que la collectivité peut imaginer lancer comme projet d'envergure dans les années à venir. Et ça passe par aussi à la fois l'animation de communautés, éducatives au sens très large, de l'enfant jusqu'aux adultes, en passant par tous les métiers qui accompagnent les différents temps de l'enfant, et également par aussi faire vivre cette communauté au sein de projets pédagogiques au sein duquel on travaille avec les collectivités. Merci beaucoup Nicolas Barbier-Vervilliers. Un dernier mot d'Adélaïde avant de passer à la page suivante de notre programme. Je voulais dire aussi qu'à l'INR, on travaille avec le réseau Canopé. On a fait une expérimentation en Haute-Loire dans les collèges sur la question en fait des éco-délégués. Est-ce que en fait, au moment où l'enfant a son premier téléphone portable, est-ce qu'on peut lui apprendre les éco-gestes, et les acteurs du réseau Canopé ont été un super appui pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les réseaux Canopé, on trouve beaucoup de livres, et c'est important de travailler la question des imaginaires par rapport à cette question du numérique responsable, en plus de la ressource que vous proposez. Merci Adélaïde. Et effectivement, y compris dans le département de l'Allier, Réseau Canopé a été impliqué aussi dans les réflexions autour de la grande cause départementale de l'Allier, qui est les jeunes face au risque du numérique, le risque environnemental en étant un. Merci à tous les quatre.